vais parler en réalité avec, je dirais, mes deux casquettes, étant donné que je réalise une thèse sur les questions postcoloniales et coloniales dans le domaine de la culture, et que question qui anime mon militantisme, et donc je vais parler à partir de ma casquette. Et pour ce qui est de mon militantisme, j'ai initié donc avec d'autres, dont un ou deux sont dans la salle ici, une carte blanche intitulée pour un manifeste pour un contre-monument ou comment décoloniser la statue de Léopold II, où ce qu'on propose non pas de déboulonner ou d'enlever la statue de Léopold II, non pas de s'en débarrasser totalement, mais plutôt de repenser sa perspective à partir d'une autre intervention qui serait à ses côtés dans son environnement. La statue, encore des questions à réfléchir. Et donc je reviendrai peut-être sur 2-3 aspects de ce manifeste. Mais donc voilà, j'ai été à l'initiative avec d'autres ici de cette carte blanche, et pendant un an on a travaillé avec des étudiants de l'ERG, d'où ici l'interaction avec ce film, sur comment penser cette intervention artistique sur cette statue. Et donc à partir de ces deux casquettes, je voudrais peut-être, on nous a laissé 20 minutes, donc pas parler d'initiative, mais plutôt amener quelques points d'attention qui, à mon sens, permettent de penser à deux questions. La première qui serait finalement en quoi nos espaces sont-ils colonisés, et la deuxième qui serait son pendant et qui serait qu'est-ce que leur décolonisation peut-elle bien vouloir dire finalement, comment penser la décolonisation des espaces. Donc par rapport à ces deux questions qui me semblent cruciales, je voudrais venir avec quelques points d'attention, 3 exactement. Et le premier étant un premier point important à comprendre, qui serait de dire, dans l'esprit qui anime les militants décoloniaux par rapport à l'espace, comprendre que les revendications ne portent pas seulement sur l'espace public, que les revendications dépassent et vont bien au-delà de la seule question de ces espaces publics. Donc, habituellement, ce dont on parle, ce sont les noms de rue. On veut débaptiser le nom de rue, on veut enlever les bâtiments ou les repenser. En effet, en réalité, je dirais plutôt que si le problème qui est pris à bras-le-corps par les activistes décoloniaux est tellement vaste que finalement, il convient, pour des raisons pratiques, de l'appréhender par l'espace. Mais ce n'est qu'un point d'entrée. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et que si la question, si une initiative qui porte sur un espace public n'est pas articulée à autre chose, je dirais qu'elle n'a pas de sens. Alors, bien sûr, elle a du sens. Ce qui s'est passé à Mons avec la plaque de Lumumba, ça a du sens. Ça permet notamment de redonner de la dignité aux afrodescendants par rapport à la manière dont ils sont représentés dans l'espace public. Ça permet de penser l'histoire avec une vision qui n'est pas eurocentrée, mais en même temps, on peut dire que ça n'a pas suffisamment de sens dans la mesure où le travail qui nous pend au nez, qui nous attend, c'est vraiment celui de repenser la vision impérialiste et eurocentrée avec laquelle on interprète les faits historiques et la violence, surtout, de l'histoire coloniale, et qu'aujourd'hui, on a normalisé cette violence, on a quelque part banalisé cette violence, en tout cas au dire de certains, et que n'ayant pas réussi à résoudre les questions du passé, nous ne savons pas réfléchir les rapports sociaux aujourd'hui, notamment la persistance d'une culture coloniale, mais aussi l'existence de toute une multitude de rapports asymétriques, que ce soit dans le monde de l'enseignement, que ce soit dans le monde de la culture, que ce soit dans le monde des médias. Et que donc, quand je dis qu'on n'a encore rien fait, si on ne s'est attaqué qu'à la question de l'espace public, qui est finalement la question de l'histoire, même si c'est vrai qu'on est dans la question des représentations dans un espace public et que c'est bien important, on ne s'est pas attaqué à la question des systèmes de domination qui persistent et qui héritent de ce passé colonial. Et donc, je dirais que ça a lieu, pas uniquement dans l'histoire, ça a lieu dans le présent, mais ça a lieu dans les espaces publics et aussi dans d'autres espaces. Donc, l'idée, c'est, dire que l'espace est colonisé, c'est pas uniquement dire qu'il abrite des statues
de la propagande de l'époque, c'est dire que l'espace public fut un médium de propagande coloniale à tous égards, et qu'en tant que support de cette propagande, il était articulé à l'enseignement, donc en particulier les cours d'histoire, mais aussi à la culture, c'est-à-dire les expositions universelles, le musée de Tervuren notamment, et que donc une action, si on veut qu'elle soit décoloniale, doit aussi être articulée. Et je dirais ici que, pour préciser vraiment cet esprit qui anime les collectifs, pour les groupes dans la salle qui les connaissent moins bien, qu'il faut savoir que ces groupes sont aussi présents sur la question des espaces publics, qui ne le sont au musée de Tervuren, surtout aujourd'hui, puisqu'il est en train de chercher une autre posture pour présenter sa collection, que les membres qui pensent la question de l'espace sont aussi dans ces lieux de culture, et ces membres qui pensent la question de l'espace sont aussi en train de réfléchir avec des acteurs politiques sur la question des centres culturels, sur la manière dont leur parole va être entendue dans les lieux de culture, et qu'il y a donc vraiment ici un triptyque qu'il faut penser ensemble, donc espace public, lieu de culture et enseignement. Et je rajouterais que pour ce qui est de la question de la ville, c'est quelque chose qu'on avait pas mal travaillé avec le collectif, c'est de dire que, de nouveau, ce n'est pas seulement les statuts, ce n'est pas non plus uniquement les noms de rues, c'est tout un agencement de la ville. Donc on pense notamment à la percée de l'avenue de Tervuren, on pense aussi au cinquantenaire, on pense évidemment au parc de Forêt, et ce qui n'a pas été suffisamment pensé, c'est comment est-ce qu'on a essayé de construire une ville impériale pour un État qui n'était pas impérial, mais qui allait acquérir une grosse colonie. Donc, à la différence de la France et de l'Angleterre, il manquait quelque chose à la Belgique, qui n'était pas suffisamment impérial. Donc, on a fait de Bruxelles une ville impériale à la hauteur de ses ambitions coloniales. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les ornières, nous ne sommes pas coincés dans les ornières de cette logique-là, avec notamment les phénomènes de gentrification. Donc vraiment penser à la question de la ville et ses rapports à la colonisation, et les rapports à la culture, les rapports à l'enseignement. Alors le deuxième point sur lequel je voulais peut-être attirer l'attention, qui est très lié à la vidéo ici, c'était de dire c'est intéressant de parler de l'espace, de parler de la ville, parce que la ville est hétérogène, et que la matérialité de la ville est le résultat de tout ce que les usagers y font. Les usagers allant des planificateurs urbains, des décideurs politiques, des commerçants, des passants et aussi toutes sortes d'activistes. Et que finalement, elle est le résultat d'un rapport de force. Et ce que je trouve très intéressant avec cette vidéo, c'est de dire, bah, tiens, il y a des traces qu'on laisse visibles et il y a les traces qu'on efface, les traces de ces rapports de force. Et si on s'attache aux traces qui sont effacées, qu'on ne voit pas, on constate en effet que le processus de décolonisation est en marche depuis longtemps. Et donc, certains se souviennent peut-être de l'action de Théophile Giraud, je ne sais plus en quelle année. J'avais une photo ici, je ne sais pas s'il y a moyen de la montrer. Oui. Je pense que c'est celle-là. C'est celle avec un pot de peinture qui a été versé sur la statue. Elle est assez connue, c'est pas celle-là. Ça doit être la dernière alors. La dernière. Voilà, il y a, je ne sais plus vraiment de quand ça date, mais il y a bien 10 ans. Donc si on s'attache à ces dernières années, on verra qu'il y a eu énormément d'interventions sur cette statue. Qu'au quotidien, d'ailleurs, il y a moyen d'aller y trouver des tags. C'est un lieu aussi de cristallisation, de manifestation de la population congolaise par rapport au régime Kabila, notamment, où des contestations par rapport à Baudouin se sont déjà retrouvées inscrites clairement sur cette statue. Donc, c'est un lieu qui cristallise beaucoup de contestations et en réalité, toutes ces contestations n'apparaissent jamais très longtemps parce que aussitôt
que quelque chose vient s'inscrire sur la statue, aussitôt les services de nettoyage ont nettoyé les traces de ces expressions-là. Et donc, voilà, je pense que via les médias ou via la presse, on invite de temps et autre, et c'est très bien, les activistes qui cherchent à décoloniser la ville, mais rarement, finalement, on voit les protagonismes qui travaillent à maintenir la ville en état, qui travaillent à observer un cachet colonial. Or, ces activistes-là existent aussi, sont aussi organisés très bien, de manière très efficace, ont des affinités et agissent en connexion avec certains décideurs politiques, une certaine élite économique, et qu'il y a là finalement un vrai rapport de force qui se joue autour de la ville via des monuments qui sont le média interposé entre ces interlocuteurs qui ne se rencontrent pas si souvent que ça. Mais il y a une vraie lutte, mais une lutte qui est invisibilisée parce qu'une partie de ces protagonistes, on va dire les coloniaux, agissent plutôt dans l'ombre des médias et plutôt face cachée. Et donc, sur les plateaux de télévision, c'est vrai, ou à la radio, on oppose souvent un historien à un militant activiste. Et je pense qu'il serait intéressant aussi de faire venir l'ensemble des acteurs urbains, les usagers de la ville, qui sont en lutte, qui sont dans des vrais rapports de force déséquilibrés autour de la ville et le devenir de la ville. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel je voulais faire porter l'attention, c'est qu'il y avait donc ce travail de maintien en l'état de la ville qui est en train de se faire aussi par d'autres acteurs qui sont peut-être ici. Et le troisième point, c'est peut-être revenir sur la notion de décolonisation pour dire qu'il ne s'agit pas d'entendre par processus de décolonisation, processus de déconstruction. Le collectif qui est à l'origine de la carte blanche dont j'ai parlé là au début s'est mis en place finalement en se positionnant contre le déboulonnement. Pas tellement, en tout cas là je parle pour moi, pas tellement pour préserver des traces de l'histoire, ce que les historiens mettent en avant, mais plutôt pour garder des traces de la contestation, justement, et pour ne pas reproduire la même erreur que celle qui a été commise dans le domaine de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on a en effet enlevé des cours d'histoire tous les pans de l'histoire propagandiste, mais on n'a plus rien à la place. On n'a plus rien à la place dans les livres scolaires, dans les manuels scolaires. Et donc, si on sent bien qu'il y a un malaise qui persiste, il y a des tensions, il n'y a plus de mots, malheureusement, pour en parler. Et au pire, il y a une série de jeunes gens qui ne savent pas que le Congo, le Rwanda ou le Burundi ont été colonisés par la Belgique. Et donc, on était plutôt contre un déboulonnement. Et je dirais que donc l'enjeu, c'est pas la destruction, c'est la construction. L'enjeu, c'est au contraire la construction ou la reconstruction, c'est de pouvoir finalement faire remonter à la surface tous les récits qui ont été ou qui sont occultés par le mythe de Léopold II. Donc c'est pouvoir finalement à partir d'autres questions, à partir d'autres sensibilités, à partir d'autres positions dans l'histoire aussi, à partir d'autres trajectoires, c'est pouvoir réinterroger différemment l'histoire. Donc aller dans les angles morts, celles que le mythe de Léopold II cache. Et voilà, pour donner quelques exemples, mais il y en a plein, c'est là que le travail doit commencer à pouvoir se faire. Je pense notamment à la Congo Reform Association, donc c'est une association qui a défendu les intérêts des travailleurs indigènes de l'État indépendant du Congo en 1904, qui a été mise en place par Edmund Morel et Roger Casmont. C'est eux qui sont vraiment à l'initiative de toute cette campagne de dénonciation de Léopold II et qui était très en lien avec notamment Du Bois, donc l'un des plus importants intellectuels et militants pour les droits civiques des Noirs américains, laissant présager qu'il y avait une connexion entre la cause noire américaine et la question
coloniale, de la colonisation sous Léopold II, et que ces connexions-là pourraient être très intéressantes à ressortir pour montrer non seulement que la question du Congo n'est pas seulement une question en tête-à-tête de la Belgique et du Congo, qu'elle dépasse largement cette frontière, que c'est une histoire mondiale et que c'est aussi une question noire. D'autres questions pourraient être celles liées au Rwanda. On n'en parle pas beaucoup, notamment on ne parle pas de la royauté rwandaise. On ne sait pas que l'un des derniers rois s'est probablement fait assassiner par la Belgique. En tout cas, c'est ce qui est écrit quand on va au musée au Rwanda. J'ai oublié le nom de la ville, c'est pas à Kigali, c'est dans une autre, l'ancienne ville royale. Il y a un musée sur l'histoire du Rwanda, et donc là on y apprend que l'ancien roi, l'avant-dernier roi, donc le Mwami Mutara III, qui était récalcitrant au régime colonial, est mort d'une mort suspecte et que la Belgique est suspectée pour l'avoir tué. Et donc il y a là, tout dépend de l'histoire qui sont intéressantes pour évidemment les afro-descendants et leur présence ici en Belgique, mais aussi tout simplement pour comprendre en deçà du mythe les vrais rapports de force que l'histoire coloniale et post-coloniale comporte. Donc voilà, ça c'est les 3 points d'attention que je voulais, que je propose de réfléchir ou qui peuvent exister dans la discussion ici. Alors avec les 3 minutes, je vais peut-être remontrer les images qu'on a déjà vues une première fois. Donc on a fait cette tentative, on peut les passer, oui voilà, on peut les mettre en... Donc on a fait une petite tentative, donc après avoir réalisé cette carte blanche qui a été signée par une 50aine d'intellectuels, artistes, d'autres personnes de la société civile. Où on proposait donc une intervention artistique qui vienne provoquer totalement la perspective coloniale de la statue. On a fait ce petit exercice avec des étudiants de l'ERG, donc l'école de recherche graphique à Saint-Gilles. Donc pendant 1 an, ils ont travaillé à ce projet-là. Et leur projet, donc ils sont dans différentes disciplines, donc aussi bien la vidéo, le dessin, la bande dessinée, l'art plastique. Et donc par groupe de 5-6, ils ont en fin d'année exposé leur projet. Donc ce sont des maquettes qui repensent totalement cette statue. Donc ici on voit que c'est la statue recouverte par la nature qui trouve ses droits, des plantes qui ont des vertus qui agressent, qui sont totalement intrusives, mais qui ont aussi des vertus réparatrices. On voit la statue de Léopold II qui est en train de se faire ronger par les mains, avec une évocation très claire avec les mains coupées. Donc ça, c'est plutôt une tête de pigeon. Voilà, ça c'est... Voilà, je ne sais pas si on a... Bon, il y a eu plusieurs projets, il y en a eu 6-7, donc à l'occasion, on peut en reparler après. C'était une expérience intéressante, mais ça nous a amené à la réflexion que le travail est long à faire, parce que finalement, on s'est retrouvé avec des projets qui étaient très dénonciateurs et qui mettaient en avant, peut-être, on va dire, le côté très, très cruel de la colonisation, et donc qui mettaient en avant des figures plutôt victimisées. Et c'était compliqué d'aller au-delà de cette dénonciation. En fait. C'est peut-être ce que je voudrais dire. C'était vraiment difficile d'aller au-delà de cette dénonciation. Or, il nous semblait que c'était... Et d'aller aussi au-delà de la statue, d'aller dans la ville et aller dans les histoires. Donc il y a cette prise de distance entre les artistes et le projet qui a rendu l'idée d'aller dans une construction. Voilà. C'est ce vers quoi nous tentons d'aller aujourd'hui, donc des propositions artistiques qui peut-être qui ont le courage de partir depuis une position propre, qui ont la pertinence d'interroger toute la ville et qui puissent aller au-delà de la dénonciation parce qu'on reste fort coincé là-dedans.
nous sommes un mouvement décolonial. J'expliquerai tout à l'heure ce que ça veut dire exactement. La sœur ici a essayé d'expliquer tout à l'heure aussi. Donc, un mouvement décolonial qui a une ligne politique bien précise, qui peut se résumer en 3 points. Le premier, c'est la lutte pour les droits citoyens en Belgique. Le deuxième, c'est le lien qu'on fait avec le panafricanisme. Alors, le panafricanisme, pour ceux qui ne savent pas, peut-être, c'est cette idéologie qui veut que l'Afrique se pense au-delà des frontières coloniales qu'elle hérite de la conférence de Berlin de 1885. C'est pas seulement ça, bien évidemment. Si vous voulez pousser la réflexion, il y a tout un ensemble d'ouvrages qui traitent de la question. Le plus important, c'est celui de Hamzat Boukari, qui s'appelle Africa Unite, que vous pourrez retrouver facilement dans plusieurs librairies. Le troisième point de cette ligne politique, c'est la lutte contre les systèmes qui engendrent l'aliénation. Alors, je vais plus tard parler de la question de l'aliénation. Donc voilà, on peut passer au slide suivant. Alors, il y a un constat assez alarmant qu'on fait, ça a été évoqué par la grande sœur, c'est au niveau de l'enseignement de la colonisation en Belgique, dans le système scolaire belge. Vous voyez la phrase qui est écrite, un élève sur 4 dans le général et 1 sur 2 dans le professionnel ignore que le Congo fut une colonie belge. Alors, c'est gravissime et ça a des conséquences concrètes dans la société, dans la vie de tous les jours, dans la façon dont les Européens et les Afro-descendants qui ont grandi ici abordent la question coloniale, la façon dont ils ont cette image de l'Afrique. Tout ça, c'est des conséquences en fait du fait que ce n'est pas enseigné et que de fait, on ne sait pas ce que c'est. En fait. Le point suivant, c'est sur l'espace public en tant que tel. Ça a été évoqué, la Belgique célèbre de plusieurs façons, à travers des statues, des monuments, des noms de rues, plusieurs noms de personnes qui ont été faire l'entreprise coloniale, qui, je rappelle, n'avait rien de philanthropique. Parce que ça aussi, c'est des résultats de propagande qui ont été menés pendant des décennies. Le premier d'entre eux, c'est évidemment Léopold II. On a montré tout à l'heure la statue équestre qui trône fièrement derrière le palais royal. Je vais plus tard parler du fait des déboulonnements dont a parlé la sœur aussi. Qu'est-ce que je voulais dire voilà, la question de la Belgique en tant que société coloniale. Nous pensons que la Belgique est une société coloniale et qui a besoin de décolonisation dans ce sens où elle a besoin en fait de se réconcilier avec son histoire et de faire un travail sur sa mémoire en tant que telle. Alors, vous avez ici une question qui est celle de la colonialité. Elle a été définie par Hannibal Quijano. C'est l'ensemble des relations sociales produites par l'extension du capitalisme en ses périphéries subalternes. Alors, ça peut inclure le sexisme et le patriarcat. Je vais expliquer tout à l'heure le familismo, le clientélisme et le compradasso ou le copinage. Alors, le patriarcat, c'est le rapport, moi je le vis tout le temps et je pense que tous les afrodescendants le vivent en général. C'est la manière dont les Européens blancs, désolé de parler en des termes aussi crus, parlent aux Africains en général, qu'ils soient de couleur noire ou qu'ils soient d'origine maghrébine. C'est cette façon dont ils ont de s'adresser constamment à eux, comme si on devait tout le temps, comme si c'était des enfants en fait, qu'ils n'étaient pas capables de réfléchir par eux-mêmes. Le familismo, c'est le népotisme simplement. C'est-à-dire qu'en Belgique, ce n'est un secret pour personne, dans le système politique, c'est les grandes familles qui gèrent. Et il y a des exemples. Le Premier ministre actuel, hein, Michel père, Michel fils, Oncle Links, Minguin. J'oublie certains, mais il suffit de taper népotisme et Belgique sur Wikipédia et vous verrez toute une liste de personnes qui sont descendants d'eux et qui
voilà, et qui sont aujourd'hui dans le système politique, héritiers évidemment de cette entreprise coloniale. Je ne vais pas préciser sur le CETA et le TTIP sur les rapports entre ces deux questions, et ça pourra revenir plus tard dans les questions. Évidemment, c'est parce que j'ai pas le temps en fait. Donc voilà, on peut passer au slide suivant. Alors, des exemples concrets dans la société. La vidéo que vous avez vue tout à l'heure, c'est en 2015. C'est disons, une manifestation qui avait eu lieu suite à l'hommage qui avait été à l'hommage à Léopold II qui avait été organisé, qui avait été envisagé plutôt par l'échevin Geoffroy Commons de Brachen. De Brachen, je parlais de népotisme tout à l'heure, est un héritier d'une famille coloniale. Donc, ça n'a rien d'étonnant qu'un monsieur comme ça, qui n'a pas fait le travail par rapport à sa propre famille, ou qui a été victime de cette propagande comme certains, ne fasse pas le travail sur la période coloniale, et qui donc ne sait pas en quoi est-ce que faire un hommage à Léopold II est gravissime et va profondément déranger dans la société. L'hommage avait été organisé par le collectif Mémoire coloniale. Change ASBL, c'est leur représentant que vous avez vu parler tout au long de la vidéo, Sébastien. Et la NVA. La NVA, c'est pas le parti politique, évidemment, c'est la Nouvelle Voix anticoloniale, qui est un autre mouvement anticolonial. Donc ça, c'est des implications concrètes du fait que si on ne travaille pas sur cette question de la colonisation, si elle n'est pas enseignée, elle va toujours engendrer des conflits. C'est pour ça que le collectif et le CEC et d'autres organisations travaillent sur la question de la réconciliation des mémoires. C'est-à-dire qu'on veut passer d'une mémoire conflictuelle à une mémoire partagée. C'est-à-dire que tous les citoyens sont capables de dire, voilà, cette mémoire, c'est notre vécu, c'est notre histoire, et on va s'en servir pour ne pas faire d'autres clivages en Belgique. La société belge est une société de clivage. C'est pour ça qu'on dit que la Belgique est un pays, c'est le pays du consensus quelque part, parce que tout se construit sur les clivages. Le clivage linguistique, le clivage de l'enseignement, c'est à travers ça que la Belgique se construit. Si vous voyez aujourd'hui que c'est un pays fédéral, c'est aussi parce que c'est une société de clivage. Le Zwarte Piet, le père Fouettard et les rallyes négrophobes dans les universités. Alors, cette question de Zwarte Piet, elle est, quand elle est posée, on nous dit que c'est un ramoneur qui sort de la cheminée. Sauf que avant d'entrer dans la cheminée, il est blanc. En ressortant, il est noir et il a les cheveux crépus. Ce qui est bizarre, parce que les blancs n'ont pas de cheveux crépus en général. Non? Je me trompe peut-être. Les rallyes négrophobes, on peut passer à l'image suivante, comme ça on a une représentation concrète. C'est cette image qui a circulé dans les réseaux sociaux en général. Alors, je veux juste que vous vous concentrez sur l'homme avec les 3 bananes. C'est-à-dire qu'ils sont tous grimés en noir. Ils ont tous, en fait, c'est une représentation très stéréotypée de l'Africain en général. Les bananes, ça représente quoi, à votre avis? Le singe, évidemment. Qu'est-ce que la banane a à voir avec l'homme noir, si ce n'est le stéréotype qui découle de la période coloniale qui voulait associer l'homme noir à un être inférieur et donc au singe? Et je vais encore préciser cette question-là dans le slide suivant, c'est que vous avez cette propagande qui avait eu lieu pendant la colonisation, c'est ce qu'on appelle la craniométrie. C'était considéré comme scientifique à l'époque, hein. C'est-à-dire qu'on comparait, on faisait une échelle et on mettait au-dessus évidemment le blanc. En bas, au milieu, vous voyez un homme noir, mais enfin, l'image a même été déformée, je crois. Et en dessous, vous avez le singe. Donc, c'est pour montrer qu'il y a une hiérarchie, en fait, que à l'échelle de l'évolution, le singe vient avant l'homme noir et l'homme noir vient avant l'homme blanc. Donc, l'homme blanc, c'est la finalité en quelque sorte. C'est l'évolution finale de l'homme, de l'homo sapiens sapiens, tel qu'on le connaît aujourd'hui. On peut encore passer au slide suivant.
je pense que tout le monde a vu ces images. Hein. C'est les résultats assez durs de ce que peut apporter la colonisation. Vous savez que à l'époque, les travaux forcés obligeaient les Congolais à avoir une certaine récolte après chaque voyage qu'ils effectuaient. Si jamais ils ne satisfaisaient pas aux demandes du colon, on leur coupait une main, la main droite en premier. Et ensuite, s'ils ne satisfaisaient toujours pas, on leur coupait la deuxième main. Donc ça, c'est des choses concrètes traduites ici en images, évidemment. Alors, toujours dans cet esprit de propagande coloniale, il y a l'imagerie coloniale qui découle en fait dans la société et qui s'inscrit dans la culture petit à petit. La première image, c'est bien, la BD c'est Tintin au Congo. Hein. Si vous lisez, Tintin s'exprime, il dit silence, on va la réparer, votre vieille tchouk-tchouk. C'est le train qui est tombé en panne. Et l'homme noir, si vous lisez le texte, c'est du petit nègre. C'est vieille tchouk-tchouk, ça y en a, belle locomotive. C'est-à-dire que c'est du petit nègre, on estime déjà que l'homme noir ne parle pas français et qu'il parle français très mal. La deuxième image, c'est allons au travail, moyen à fatiguer. Il faut savoir que l'entreprise coloniale a voulu faire passer les Noirs pour des gens paresseux. Vous allez encore au monument du Congo au cinquantenaire, vous allez voir une représentation de l'homme noir assis, enfin non, allongé, disons, à côté d'un crocodile au bord du fleuve Congo. C'est encore une reproduction de l'image du nègre paresseux. Le troisième, ici, c'est au travail vite, vous n'avez pas honte de laisser ce chien travailler tout seul. Alors ici, on suppose encore une fois que le chien travaille plus que les Noirs. Que les Noirs ont toujours besoin de se faire... Enfin, vous avez compris. Je vais passer à la suite parce que je pense que c'est assez. Toujours la suite. Cette image-là, je vais pas expliquer. Encore la suite. Voilà. Les solutions qu'on prône au sein du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans un travail de déconstruction. D'abord, on déconstruit quoi? Toutes les propagandes coloniales. Parce que le travail n'a pas eu lieu. Parce que après 1960, les Belges n'ont pas jugé de faire ce travail de déconstruction dans la population. Pourtant, il faut comprendre que la propagande a un impact direct sur les populations européennes, belges, mais aussi sur les colonisés. Donc, si ce travail n'a pas lieu, l'ensemble des stéréotypes qui ont été véhiculés par la propagande restent dans la société. Et donc, ont des conséquences au jour d'aujourd'hui. La première des déconstructions qu'on fait, à travers nos activités et nos vies d'idées, c'est de dire que l'histoire de l'Afrique ne commence pas par la colonisation. Avant que les colons n'arrivent, il y avait déjà une société organisée, des empires bien organisés. Ici, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, c'est qu'on prône aussi le fait que cette histoire coloniale soit enseignée dans les écoles. Alors, ce qu'on nous répond, c'est que très souvent, c'est que c'est trop gros en fait. C'est un travail trop important pour être enseigné à l'école. On leur dit, ok, il n'y a pas de problème, on commence de la première maternelle à la 6e secondaire et on va étaler cette histoire, on aura tout le temps d'en parler. On pourra faire chapitre par chapitre sans problème à ce niveau-là. On fait aussi un travail de lobbying politique parce que comme je l'ai dit, les institutions belges ont encore un rapport très colonial par rapport à la population. Les institutions ne reflètent même pas la constitution même de la société belge. Et donc, on fait un travail de lobbyisme. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, vous entendez que le MR, à travers M. Boucher, fait une proposition à Mons pour la place Lumumba. C'est quand même étonnant, parce que le MR, c'est un parti de droite, un parti qui, historiquement, participe à la colonisation.
c'est quand même étonnant qu'un membre de ce parti, aujourd'hui, au conseil communal de Mons, fasse une telle proposition. C'est un travail que l'on fait de lobbying politique, parce qu'on essaie de soutenir un certain nombre de personnes pour leur demander, justement, pour les travailler sur ces questions-là. M. Boucher était venu à une conférence à l'ULB. Ce qu'il pensait à l'époque, pour la première fois, sur la colonisation, c'est qu'il pensait qu'il n'y avait même pas de définition, en fait. La conférence était sur une proposition de Écolo, sur l'impact de la colonisation belge au Congo, au Burundi et au Rwanda. Il est venu ce jour-là, il a fait comme s'il n'y avait pas de définition concrète de ce que c'était la colonisation. Donc il attendait en fait le travail qui allait sortir de cette proposition pour déterminer après, pour prendre position, disons. Quelques mois après, c'est le même monsieur qui fait une proposition sur une place Lumumba à Mons. Donc c'est le résultat d'un travail concret que le collectif fait sur les partis politiques en général. Alors, nous avons voulu, on peut passer au slide suivant. Nous avons voulu faire ce travail sur la place Lumumba, sur l'espace public en général. Ici, c'est une reconstitution du discours de Lumumba le 30 juin 1960. Ce jour-là, il faut dire, historiquement, si vous avez regardé le film de Raoul Peck, ce jour-là, Lumumba, on ne voulait pas qu'il parle. Ce jour-là, ce discours est historique. Ce discours a un impact pas seulement au Congo. Moi, je suis guinéen, je suis africain de Guinée, désolé, parce qu'au collectif, on dit africain 2, on ne dit pas guinéen, parce qu'on estime que les frontières qu'on hérite, c'est des frontières coloniales, c'est pas ce que nous étions à la base. Donc là, c'est une reconstitution de ça. Le monsieur que vous voyez, il a une étrange ressemblance avec Lumumba, mais c'est pas Lumumba, c'est Calvin Suarez du collectif Mémoire coloniale qui était censé parler aujourd'hui, qui est mon aîné et qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui. On peut passer au slide suivant. Je vais bientôt. La place Emery Lumumba. Si vous avez suivi un peu l'affaire, c'est derrière l'église Saint-Boniface dans le quartier Matongé. À la base, c'est une proposition de Philippe Buck qui avait voulu baptiser cette place Emery Lumumba. C'est juste à côté de la plaque de Paul Panda Farana, qui a été vandalisée il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais on est sur l'affaire aussi. Donc, on a fait la demande à XL. À l'époque, la bourgmestre nous avait dit non. Suite à la contestation de Mons et à ce qui s'est passé à Mons, 2 jours après, je pense, on a reçu un appel au collectif pour nous dire que le dossier était ouvert, alors qu'on nous avait dit à l'époque que le dossier était clos. Donc, on a voulu en fait que cette question-là ricoche un petit peu dans toutes les autres communes, pour qu'à Bruxelles et pas que, les gens comprennent que cette question de la mémoire est importante et que la décolonisation de l'espace public était une chose hyper importante. Si on ne la fait pas, on n'aura que des problèmes. Ça, c'est clair. Le slide suivant. Alors, toujours dans cet esprit de décolonisation de l'espace public, jeudi qui arrive, le 28 septembre, à 20h, on organise une mobilisation et une manifestation au conseil communal parce qu'il y a une proposition d'écolo encore pour la débaptisation du square des vétérans coloniaux. Alors pour ceux qui savent, le bus 89 passe juste devant. Hein. C'est à Jacques Brel, pour ceux qui ne savent pas, juste à côté de l'arrêt Jacques Brel. Et la place porte le nom de Square des vétérans coloniaux. Une proposition de écolo au conseil communal va, disons, demander à ce qu'on débaptise cette place. Et donc, nous suivons le dossier, nous serons sur place, nous demandons aux personnes qui jugent que la question est importante de venir nous soutenir sur cette question-là. Il y a juste une petite vidéo juste après pour vous montrer concrètement ce qui. Non, il faut revenir. Il faut cliquer dessus.
cas, enfin, allez voir après, ça marche pas. Ok, c'est pas grave. Bref, c'était juste pour montrer en fait que la mobilisation a lieu. Si vous voulez la vidéo, vous pouvez aller sur YouTube après. Vous tapez juste Square des vétérans coloniaux Anderlecht et vous allez dans vidéo, vous aurez le lien. Comme ça a été dit, alors c'est pas des balades, c'est pas des balades décoloniales parce enfin le terme balade est un peu léger à mon avis. C'est des visites guidées qu'on fait. Alors on ne le pense pas du tout c'est pas du tourisme. Je tiens à préciser ça. C'est pas du tout du tourisme. Il faut comprendre que la question est sérieuse, que la question est importante et qu'elle touche aux émotions de beaucoup d'afro-descendants. Donc il ne faut pas qu'on la traite à la légère. C'est des questions sérieuses sur lesquelles on travaille sérieusement et qu'on ne veut pas que ça soit conçu dans cet esprit de tourisme. Si vous allez aux visites guidées, c'est pour apprendre essentiellement et pour vous déconstruire aussi. Parce qu'on considère que beaucoup de gens qui arrivent ne savent pas forcément ils ne s'attendent pas à entendre certaines choses. Ici, c'est au monument du Congo dont je parlais tout à l'heure. On ne voit pas l'image en bas, mais c'est l'homme noir assis, allongé au bord du fleuve Congo qui est représenté. Il y a une visite guidée, je pense, avec le Midi du Pâques, c'est le 8 octobre, sur Matongé. Malheureusement, ça, c'est pas le parcours de Matongé. Ça, c'est celui de Etterbeek cinquantenaire. Voilà. L'image suivante. Voilà. Je vais juste terminer par notre slogan. Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Ça veut dire que on travaille sur ces questions d'histoire, mais on ne veut pas que l'histoire soit écrite sans nous. Évidemment, parce que c'est ce qui a été fait jusqu'ici. C'est qu'on écrit l'histoire sans nous et on dit que c'est pour nous. On refuse ça. On veut être là quand l'histoire sera écrite. On veut participer et on veut qu'elle soit à l'image de ce que nous voulons. Je vous remercie. Bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend. Bonjour à tous donc et merci à Pierre et à toute son équipe de m'avoir invité. Certaines choses que je pensais dire ont été dites, je n'y reviendrai pas. Je voudrais partir cependant de ce qui a été dit pour essayer de vous dire un mot sur ce qui suit. Je vais revenir sur la question de l'espace public. Ensuite, je vais parler de la colonialité que mon frère a évoqué tout à l'heure, mais la colonialité dans notre contexte, je dirais post-colonial avec un tiret, pour dire après la décolonisation formelle, sinon je ne pourrais pas parler de l'espace public. Ensuite, j'aimerais vous dire que la colonialité a eu pour effet la production du paria. Et que c'est peut-être par la production du paria, c'est-à-dire une personne ou un groupe de personnes dont l'opinion n'a pas de poids et les actions n'ont pas d'effet, surtout quand il s'agit de mettre en question l'ordre établi. C'était le cas des colonisés pendant la colonisation, c'est certainement le cas des afrodescendants dans le contexte dans lequel nous vivons. Je voudrais aussi quand même faire une critique de la décolonisation telle que j'en entends parler. Je rappelle que critique ne veut pas dire que je vais insulter les gens, ni que je vais les fâcher, mais enfin, je pense qu'il est utile aussi d'examiner ce que nous faisons. Alors, je parle donc de la question du paria. Pendant la colonisation, effectivement, la colonisation était un processus qui avait pour esprit, pour âme, la colonialité, c'est-à-dire un mode de domination qui favorisait, et ça a été dit, l'expansion du capitalisme et qui s'accompagnait d'un autre processus culturel, celui-là, qui consistait à occidentaliser, à violer, comme dirait Aminata Traoré, l'imaginaire du colonisé. Cela avait pour conséquence que l'intelligence du colonisé était niée et l'idée que le colonisé puisse être producteur de savoir ou d'image était aussi certainement niée. Le caractère colonial de notre contexte est lié à cela. Est-ce que les subsahariens en Belgique ont cessé d'être des parias, c'est-à-dire des personnes dont
l'opinion ne compte pas et dont l'action n'a pas d'effet. Ma sœur a dit qu'elle travaillait sur les questions culturelles. Est-ce que vous connaissez un philosophe congolais? Est-ce que vous connaissez un astrophysicien malien? Est-ce que deviennent tous ces étudiants brillants qui deviennent ingénieurs dans les plus grandes institutions occidentales? Que deviennent ces élèves une fois qu'ils sont sortis de là? Où sont nos docteurs en mathématiques, en physique nucléaire? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Où sont nos poètes? Où sont les danseurs contemporains congolais? Où sont-ils, surtout ceux qui vivent en Belgique? Alors, le subsaharien aujourd'hui est encore un paria, de ce point de vue-là. Et s'il est paria, ça veut dire qu'il vit dans un espace, somme toute, qui n'est pas démocratique. Parce qu'effectivement, la colonialité n'est pas compatible avec la démocratie, puisque la colonialité produit le paria. Or, la démocratie n'est pas pensable avec des parias. Par rapport à la décolonisation, par rapport à la colonialité, j'aimerais aborder un autre aspect de la colonialité, puisque j'ai dit que la colonialité était un peu l'âme, l'esprit de la colonisation. Au fond, des parias, il y en avait déjà en Europe, et il y en a encore malgré la colonisation. Il faut savoir que la colonisation n'a pas été une entreprise improvisée. Ce n'est pas des hommes et des femmes cruels qui se sont retrouvés par hasard en Afrique et qui se sont demandé, tiens, qu'est-ce que nous allons faire? Si vous regardez le film d'Henri Storck, Misère au Borinage, qui a été tourné dans les années 30, vous voyez là des Blancs traiter d'autres Blancs comme des animaux. Ça a été pour moi, j'aime à le dire, une sorte d'éblouissement sur le chemin de Damas, de voir ce film-là, et qui m'a fait, qui induit en moi une lecture de la colonisation qui soit moins liée à la notion de race, de blanc qui dominait des noirs, mais de penser aussi qu'au fond, le capitalisme, au fond, n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur, le plus fort domine le plus faible et l'exploite à sa merci. Alors, par rapport à la question culturelle, il est évident pour tout le monde que si je m'appelle Maximilien, c'est parce que je suis descendant de colonisés et que mes parents eux-mêmes n'ont pas trouvé utile ou peut-être pas assez chouette de m'appeler comme j'aurais dû m'appeler. Ou alors, c'est vrai que comme je suis né en France, de toutes les façons, mes parents n'avaient pas le choix que de me donner un prénom que je porte aujourd'hui. Mais par rapport à la culture, je voudrais revenir à la question du paria. Le paria, je dirais, autochtone. Je vis dans le Hainaut. J'ai des voisins dont les parents sont Inuyés, sont wallons depuis très longtemps, et qui m'ont raconté qu'à l'école, à une certaine époque, parler wallon était très mal vu. Et que dans certaines familles, des parents qui parlaient très bien le wallon s'abstenaient d'enseigner le wallon à leurs enfants, exactement comme en Afrique cela se fait, et même parmi des Africains ici, qui estiment que s'ils apprennent le Chiluba à leur enfant, celui-ci ne saura pas bien étudier le français. Alors, quand on parle de la décolonisation, moi j'entends qu'il s'agit de mettre l'espace public aux normes de la démocratie. Et c'est-à-dire créer les conditions que notre espace public soit le lieu où nous tous, citoyens, d'où que nous venions, quel que soit notre sexe, quelle que soit notre orientation sexuelle, et je ne sais pas quelle autre différence évoquée, que nous puissions, sur un pied d'égalité, contribuer à l'avancement de la chose publique par le débat, par une participation au débat. Si vous regardez la presse, si vous lisez les journaux, si vous regardez la télévision, vous vous rendez compte que dans tous les partis politiques, eh bien, quand il s'agit de parler de la diplomatie belge, j'ai rarement vu un noir ou un arabe invité pour parler de oui, alors qu'est-ce qu'on va faire de ces déclarations tapageuses de Trump? Je n'ai jamais vu un noir ou un arabe aller interviewer le roi. Et je n'ai jamais entendu et je n'exclus pas l'erreur dans ma façon d'entendre les choses, j'ai rarement entendu un journaliste. Je me rappelle même avoir
lu une interview de ce journaliste noir qui est devenu maintenant élu au CDH, Michiga, voilà, qui dans une interview semblait trouver normal qu'on ne l'invite pas à aller interviewer le roi. Voilà. Alors, donc, c'est ce qui veut dire que, au-delà de la décolonisation de l'espace public, il s'agit aussi de décoloniser nos propres consciences. Comment enseignons-nous le djembé? Nous appelons des gens qui viennent faire de la technique, mais nous ne leur disons pas d'où vient le djembé, à quoi servait le djembé chez les mandingues, quelle est la hiérarchie des instruments de musique, qu'est-ce qu'un griot mandingue, parce qu'au fond, pour jouer du djembé, il vaut mieux apprendre ces choses-là avant. Mais combien de personnes accepteraient d'écouter pendant 4 heures quelqu'un leur faire un exposé de la culture mandingue et pour arriver à l'enseignement du djembé? Mais si les Africains, les Afro-descendants ne le font pas, comment voulez-vous que le djembé soit autre chose qu'un instrument de récréation? Et par voie de conséquence, pourquoi voulez-vous que les non-africains s'intéressent à ce que pensent les Africains? Puisque l'enseignement du djembé pourrait être un bon moyen d'amener à la pensée profonde des Africains. Par rapport à la décolonisation et donc la mise aux normes démocratiques de l'espace public, j'invoque l'interculturalité. Et cette interculturalité, souvent, est pensée comme la confrontation constructive, cette fois, entre les cultures non européennes et la culture dominante, véhiculée par les langues, donc dominante parce que véhiculée par les langues officielles. Mais je crois qu'on exclut souvent les langues endogènes, les langues régionales endogènes. Il est, je crois, important de remarquer que dans la région où j'habite, à la Louvière, je connais beaucoup de subsahariens qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas instruits, qui sont des usagers de lire et écrire, par exemple, et qui, quand nous parlons français, je ne parle aucune langue du Congo, et souvent les Congolais parlent français, c'est la seule façon dont je puisse converser avec eux, dans leur façon de parler, on entend des expressions en wallon qu'ils prononcent sans complexe, alors qu'ils réfléchissent aux bons mots français qu'ils vont utiliser. Et je pense que la promotion des langues régionales endogènes peut aussi être un bon canal, justement, de la construction démocratique que j'appelle de mes voeux quand je pense à la décolonisation de l'espace public. Je vais aborder maintenant peut-être la critique de la décolonisation. Plusieurs activités, plusieurs actions sont menées par rapport à la décolonisation. Ma sœur ici a évoqué une carte blanche. Et elle a dit elle-même qu'elle avait été signée par plusieurs intellectuels. J'ai acquis récemment un ouvrage qui est l'acte d'un colloque d'intellectuels africains, afrodescendants, qui a eu lieu à Dakar. Effectivement, quand on lit le CV des intervenants, ils sont tous doctorants en ceci, docteurs en cela. Mais aucun chauffeur de taxi de Dakar n'a été invité à s'exprimer autour de cette table-là. Vous voyez que par cet exemple, nous voyons que la colonialité, comme système de domination, se reproduit parmi ceux qui questionnent justement la colonialité et la colonisation. Un autre exemple est celui de cette place Lumumba que tant de gens appellent de leur vœu. Il faut quand même se rappeler que si nous connaissons Lumumba, c'est parce que le colonisateur nous l'a désigné. Oui, Lumumba n'était pas le seul à combattre la colonisation du Congo. Et quand Lumumba a été arrêté, et dans le martyre qu'il a subi, 2 autres personnes étaient là, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Que pensent les descendants de ces 2 personnes quand elles voient qu'on ne cite jamais leur père? Alors, je pense que, parlant de décolonisation, je reviens un peu justement à la conférence de Bandung en 1955, et les Sud-Américains que tu as évoqués, mon frère, reviennent souvent là-dessus. Quand ils parlent de décolonisation, ils parlent aussi de décrochage. Nous pouvons difficilement penser la décolonisation avec
le modèle de pensée de l'ancien colonisateur. Donc, si nous demandons une place Lumumba, eh bien, nous reproduisons quand même la colonialité, dans une certaine mesure. Et parce que nous excluons, nous créons là deux parias, alors qu'on a, si je puis dire, une trinité, un trio de gens qui ont sacrifié leur vie au bonheur de tous. Et donc, pour me résumer sur ce point-là, sur la critique de la colonialité, de la décolonisation telle qu'elle a lieu actuellement, c'est, je pense que nous devons récuser la suprématie des intellectuels, en rappelant quand même que tous les cabinets ministériels des pays africains sont bourrés de gens bedonnants de diplômes, comme disait Léopold Senghor, et que nous pouvons aussi, il y a peut-être aussi lieu de nous poser la question de savoir dans quelle mesure, somme toute, l'université, telle qu'elle a lieu actuellement, n'est pas aussi une institution aliénante pour ceux qui veulent la décolonisation et qui, au-delà même, veulent la démocratisation de l'espace public. Et donc, je crois que j'en termine. J'en resterai là pour l'instant et puis pour laisser parler les autres. Je vous remercie. Sur la question des manuels scolaires, dans quelle mesure, s'ils ne relatent pas l'histoire coloniale, est-ce que est-ce qu'on ne doit pas faire le lien avec quelque part la formation pédagogique des enseignants et l'idéologie postcoloniale dans laquelle elle s'est développée? Et puis aussi, finalement, quels sont les outils pédagogiques qui sont à disposition de ces enseignants pour aborder cette histoire coloniale? Il y a une autre famille de questions, un autre thème, c'est la question de la reconnaissance, de la réparation, de la compensation vis-à-vis du peuple congolais. Quelles pourraient être les formes de ces reconnaissances, de ces réparations, de ces compensations? Est-ce qu'il s'agit d'un devoir de reconnaissance? Il y a une question, ma foi, qui est aussi assez importante, c'est décoloniser bien via des interventions artistiques, mais on reste dans, on va dire, sur le plan légal ou dans une certaine légalité. Est-ce qu'on ne franchirait pas le pas de la légalité? Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers plus de désobéissance civile pour produire la décolonisation et jusqu'où on peut aller, en fait, et jusqu'où certains sont prêts à aller, ou ont déjà été, par ailleurs? Une question par rapport, mais je pense qu'on y a répondu un peu quand même déjà, ce fameux lobby colonial, qui est-ce? Et une autre question par rapport aux statuts. Les statuts pour produire la décolonisation, est-ce que ce n'est pas un combat du passé? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se préoccuper des esprits aujourd'hui, que ce sont les esprits avant tout à décoloniser et que finalement les statuts, c'est le passé? Et à propos de statuts, est-ce qu'on a une idée du nombre de statuts à décoloniser sur notre territoire? Et je fais le lien avec cette question-là aussi. Il y a énormément de figures de statuts qu'on pourrait envisager aussi déboulonner. On parle de la statue équestre de Léopold II, mais est-ce qu'il y a d'autres statuts qu'on serait en droit de ne plus accepter dans l'espace public? Voilà pour un petit peu cette photographie. J'espère que l'exercice n'est pas trop compliqué pour vous, les intervenants. Et donc, si vous voulez la question, la reformulation de la question, je peux vous la reformuler plus précisément dans les mots de l'auteur. Si vous êtes prêts, allez-y, saisissez-vous chacun d'une question, d'une thématique, et on se donne maintenant 20 minutes. C'est parti. Je vais, peut-être que d'autres vont me rajouter par après, sur la question de la réparation, les lobbies coloniaux et d'autres statuts. La question des réparations, je veux dire une chose, c'est que le crime en soi, il est irréparable. Ce qu'a fait la colonisation est irréparable en soi. Il faut le saisir parce que c'est pas simplement les gens qui ont été tués, les mains qui ont été coupées. C'est
une déconstruction totale de la culture qui était là en place. La colonisation, pour reprendre les termes de Césaire, est égale à la chosification, c'est-à-dire qu'on trouve des personnes, des êtres humains avec une culture, avec une façon de fonctionner bien précise, et on déconstruit tout ça. C'est-à-dire que sur le plan de la religion, on amène une autre religion. Tout d'un coup, ce n'est plus le rapport à la nature qu'avaient les Africains, les dieux qu'on avait. C'est plus ça, c'est Jésus-Christ. C'est le bon Dieu vous sauvera quand vous serez mort. C'est-à-dire que le bonheur, c'est pas pour cette terre, c'est pour après. La question des réparations, moi je dis que si on veut réparer, on doit déjà commencer par arrêter. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? On doit arrêter déjà tout ce système qui vise encore aujourd'hui à exploiter le Congo. Je parle de la guerre à l'est du Congo. Moi, avant que je sois né, cette guerre était là. Je suis sûr qu'après ma mort, elle sera encore là, si on ne continue pas le travail. C'est-à-dire que bon nombre d'entreprises aujourd'hui, des grosses multinationales, bénéficient de la guerre au Congo. C'est-à-dire qu'on trouve des personnes qui sont installées et via des rébellions et des milices armées, on fait fuir la population pour exploiter les minerais du Congo. Pour parler du téléphone, aujourd'hui tout le monde en a un. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le coltan, qui est l'un des minerais principaux de la composition des batteries de téléphone, je crois que 80% des réserves mondiales se trouvent à l'est du Congo. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'ampleur du problème. C'est-à-dire que si on veut réparer, il faut arrêter non seulement ces guerres qu'on mène en Afrique, il faut arrêter aussi de soutenir des dictatures. Parce que très souvent, on se cache derrière cette question de dire, voilà, c'est aux Africains de gérer leurs affaires, mais c'est faux parce qu'on est impliqué dans les affaires internes des Africains. Donc pour moi, la question des réparations, c'est pas... Parce que très souvent, ceux qui vont pour noyer le poisson, ils vous disent il faudra qu'on donne de l'argent, il faudra que ceci et cela. L'Afrique n'a pas besoin d'aide dans ce sens-là. Toute cette question de coopération au développement, c'est de la poudre aux yeux. C'est rien à côté de ce qu'on pille à l'Afrique. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on donne de l'argent ici, des miettes à des ONG, on oublie qu'on pille régulièrement l'Afrique. La question du franc CFA aujourd'hui est évoquée, elle passe dans tous les médias, mais c'est une façon de piller l'Afrique. Les réparations, ça doit commencer par là, ça doit commencer par arrêter tous les mécanismes de domination qu'on a encore sur l'Afrique. Pour moi, les réparations commencent par là. Sinon, on va dire, on va encore donner de l'argent comme ça a déjà été fait. Ça va tomber dans les mains de politiciens corrompus, africains ou même européens. Et on va encore, dans 20 ans, parler de la même question. Ça n'a aucun sens. La question du lobby colonial, mais qui sont-ils? Je vais prendre un exemple, l'UROME, qui est l'Union royale d'outre-mer. C'est une association de vieux qui, on les croise régulièrement hein. À la conférence que j'évoquais tout à l'heure avec Écolo. Il y en a un d'entre eux, je suppose hein, qu'il est de l'UROME, qui disait que l'entreprise coloniale avait permis aux Africains de finir avec le cannibalisme. Il a dit ça, cash comme ça, devant tout le monde. Mais bon, il ne s'attendait pas à ce que ce jour-là, on lui tape dessus. Enfin, pas dans le sens physique. Bref. Les autres statues. La statue équestre qui est à trône ici, ce n'est rien à côté de certaines. Au niveau de la violence physique comme ça. Vous allez à Le Grand. Il y a une statue qui représente un aigle marron qui est en train de se faire bouffer par des chiens. Vous allez à Le Grand, vous prenez le tram 7, vous allez à Le Grand, vous vous arrêtez. Il n'y a aucun texte sur la statue. C'est juste marqué Louis Samin, 1895. C'est le nom du sculpteur. Et il n'y a aucune explication. Et j'ai oublié de préciser, le nègre marron tient son enfant dans la main. Les nègres marrons sont connus pour leur résistance à l'esclavage. Et donc, on amenait à l'époque, régulièrement, quand ils fuyaient les plantations, des chiens les chercher. Et donc, c'est comme ça, à Le Grand. Pour moi, cette statue doit être déboulonnée. Je ne suis pas pour qu'on déboulonne tout,
Mais cette statue-là, elle doit partir parce qu'elle choque. Visuellement, comme ça, elle choque. Tu vois ça dans ta journée n'est plus la même. Donc ça, c'est des exemples concrets de... Je vais laisser les autres parler. En effet, je pense que là, on est vraiment au cœur du problème. Et je voulais peut-être préciser que je n'avais pas parlé d'universitaire, j'avais parlé mais c'est une petite boutade parce que c'est vrai que... Et donc, en même temps, ce n'est pas tout à fait une boutade. Quand je parle d'intellectuels, il y avait des personnes qui ne sont pas universitaires là-dedans, donc des gens comme Jean Bofan, des gens comme Étienne Minungu, le secteur associatif. Bon, ça reste une boutade parce que ce n'est pas pour me défendre que je dis ça, c'est plutôt pour dire deux choses. Donc on parle de colonialité, comme tu l'as dit, on parle vraiment d'un système d'emprise totalisant sur nos vies, et qu'à ce titre-là, c'est très difficile de décrocher, parce que j'aimais beaucoup l'expression aussi, c'est assez difficile de décrocher totalement pour se mettre à construire ses propres choses. On est tenu par les codes dominants, et si je reprends cet exemple très concret, c'était moins d'ailleurs la question d'avoir des universitaires, mais néanmoins c'était, il est vrai, avoir des noms connus. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que sinon la carte blanche elle n'est pas publiée dans la presse, et j'en ai déjà, surtout sur ces sujets-là, et j'en ai déjà fait l'expérience à plus d'une reprise. Dès lors qu'il s'agit de la question coloniale, Lumumba ou celle de Léopold II, pour avoir droit de citer dans la presse, il faut venir malheureusement avec des noms que la presse connaît. Et moi, il m'est déjà arrivé d'ailleurs de refuser d'avoir ce n'est pas pour cette carte blanche-là, des signataires de telle et telle et telle et telle partie, parce que je voulais que ce soit les associations africaines qui signent la carte blanche. Mais alors, ça devient difficile en effet d'avoir accès à l'espace public. Et donc voilà, mais je pense que ici, ce que tu adressais, c'était encore une critique plus fondamentale sur la question de l'université. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est relié ici sur la question de la formation, qu'il est clair qu'il y a un travail de décolonisation à l'intérieur des universités en Europe qu'il est urgent de mener. Et je trouvais ta réflexion très intéressante que deviennent de doctorants en sciences, de doctorants en littérature, de doctorants en mathématiques. Et dernièrement, d'ailleurs, je me repenchais sur toute cette période début du XXe siècle à la Sorbonne, enfin, jusqu'aux décolonisations, qui était très très riche avec tous les étudiants africains qui bénéficiaient d'une bourse, qui ont été très actifs, dont Aimé Césaire bien plus tard. Mais en 1910, des Africains ont commencé à penser à Paris, enfin, déjà en Afrique, mais à Paris, ils ont vraiment créé un mouvement de défense des intérêts de la race noire qui a donné lieu au mouvement de la négriture dans les années 50, 30, avec tout un tas d'intellectuels qui se regroupent, des hommes comme des femmes, il y a des femmes aussi. Et je me posais la question, qu'est-il resté de ce mouvement de la négritude dans les universités européennes, en France, sachant qu'il y avait des liens avec des intellectuels français, des gens comme Leiris, des gens comme Griol, des gens comme, enfin surtout comme Sartre, évidemment. Et donc, que reste-t-il finalement de ce patrimoine dans les universités, non pas comme souvenir, mais vraiment comme matière à penser, comme François Fanon, matière à réfléchir. Et je faisais ce lien-là par rapport à la question des universités francophones, sachant que toute une série d'intellectuels africains universitaires, pour le coup, ont été appelés dans les années 70 aux États-Unis, quand les Black Studies ont fait leur essor. Donc on sent bien que toute cette question des parias, que ces intellectuels, à partir des années autour des indépendances, ont commencé à devenir de véritables parias en Europe, et qu'on manque d'espace, on manque vraiment d'espace de production de savoir. Et c'est pour ça que je pense en effet que la question de l'enseignement n'est pas juste dans les primaires, secondaires. Elle se pose aussi dans les universités. Et je rejoins aussi sur la question des récits. Il ne s'agit pas de remplacer un mythe par un autre. Je ne dis pas que Lumumba est un mythe,
Mais on peut imaginer que l'histoire de Mumba, si on se cristallise dessus, on en viendra en effet à ne plus voir toute une série d'autres choses qui se sont jouées également dans les périmètres de cette figure. Et ici, l'idée, celle que je proposais, mais je pense que c'est lié à la formation, hein, je refais le bond avec la question de la formation, il faut qu'une pluralité d'histoires soit possible. Et pour ça, en effet, plus qu'un cours d'histoire, et il faut plus qu'un, comment est-ce que je pourrais dire, canevas pour raconter l'histoire coloniale qui conviendra à tout le monde. Il faut que des espaces s'ouvrent pour qu'une multitude d'histoires existent. Et quand je dis histoire, c'est avec un grand H, c'est pas juste la mémoire des uns des autres, mais qu'est-ce qu'on peut fabriquer à partir de ces histoires comme nouveau savoir sur le monde contemporain et ses liens avec le passé. Voilà, pour ce qui est de la réparation, je rejoins entièrement ce que mon frère a dit. Donc, sur la question vraiment de l'actualité, des prédations et des pillages des ressources naturelles qui ont lieu aujourd'hui en toute impunité. Donc, en tout cas, je le rejoins sur le fait que l'enjeu est là. Et puis, sinon, sur le fait que ça doit se jouer à plusieurs niveaux, au niveau clairement financier, économique. S'il y a une raison pour laquelle ça bloque parce que derrière la question de la reconnaissance, il y a la question de l'indemnisation, elle doit se poser, mais il y a la question aussi de la prise en compte des drames aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à ce qui n'a pas été fait hier. Et la question, mais ça j'en avais déjà discuté, on discute maintenant de la culture au sens large, le plus large possible, notamment la question de la culture dans le domaine artistique, certainement. Et de nouveau, l'exemple de comment est-ce qu'on enseigne le djembé, et malheureusement, on enseigne le djembé comme quelque chose qui peut tendre vers la récréation, le récréatif, mais de nouveau, l'emprise, d'où l'emprise sur nos vies. Comment fait-on? On doit lutter, quoi. Il y a une lutte. Donc, rassemblons-nous dans cette lutte, sachant qu'il y a aussi des parias blancs. Là, le lobby colonial, on a parlé du Rhum. Moi, je ne connais pas toutes les dénominations, mais d'autres les connaissent. Et sur leur nombre, ça, je pense que c'est aussi intéressant de savoir plutôt qui sont-ils, c'est plutôt dans quel réseau agissent-ils, les ramifications, jusqu'où ça va. Personnellement, moi, c'est une question auquel je n'ai pas de réponse précise parce que c'est très nébuleux, mais je trouve que ce serait intéressant d'avoir l'information là-dessus. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle peut remonter. Et alors, sur le nombre de statuts, je n'ai pas de réponse non plus, mais il y en a beaucoup. Mais il y a un collectif qui a fait le recensement de toutes les statuts et qui publie une petite production là-dessus. Et voilà, peut-être là que je regarde un peu. J'ai pas ici. Je voulais le prendre en plus, je ne l'ai pas ici. Ah oui, et peut-être que juste la question du passé. C'était quoi? Ah oui, est-ce que les statuts, il y avait deux questions, je ne sais pas que je trouvais intéressantes. Est-ce que ça ne fait pas partie du passé? Enfin, même si je ne l'ai pas vraiment comprise, parce que j'ai l'impression que tout tendait à dire que c'était vraiment dans le présent. L'esprit, oui, décoloniser l'esprit plutôt que les statuts. Oui, par rapport à ça, moi je pense que l'espace public, l'avantage avec les statuts, c'est qu'elles sont accessibles, entre guillemets, et qu'en tant qu'usager de la ville, on a un accès plus facile que si on veut prendre le problème par un autre bout, c'est-à-dire qu'on ne sait pas par où le prendre, à part dans sa vie propre, c'est évident. Mais au moins là, il y a quelque chose de visible, et quelque chose de matériel, de quelque chose de tangible, et qui peut aussi provoquer une confrontation très, très visible, elle aussi. Mais sinon, c'est sûr que voilà, les statuts, plus personne ne les regarde vraiment, donc on se demande si le combat est là. Et s'il faut aller vers quelque chose de plus illégal, je pense que ça aussi, c'est une question. On avait vu Achille Bembe il y a 2 ans
au piano fabrique, dire que cette histoire pas des morts en Europe. Est-ce qui est prêt à aller jusque-là? C'est bien entendu là qu'on rencontre un problème aussi. C'est que, est-ce qu'on met tout en œuvre pour parvenir à une satisfaction dans le quotidien, étant donné le manque de moyens, peut-être aussi une dépolitisation d'un grand nombre de sphères dans lesquelles on vit. Ça devient très difficile de porter un combat. Et si la solution, c'est le sacrifice, c'est l'acte sacrificiel, je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait pour mener le combat avec la force qu'il nécessite quand on est face à tant de dépolitisation? C'est en effet un gros problème. Mais moi, donc je pense que l'illégalité est une voie qui s'impose, mais voilà, qui doit s'organiser. Ou pas s'organiser. Disons que, parlons simplement de la décolonisation des statuts et la décolonisation des esprits. Je voudrais, parlant de la décolonisation des statuts, distinguer deux choses, le document et le monument. Et la statue ici, c'est un monument. Je pense que le monument est une construction qui puise dans une documentation, mais aussi dans un imaginaire. Donc, c'est pour ça qu'un monument peut refléter une certaine idéologie qui a eu cours à un moment donné. Du coup, alors que le document, le producteur de documents, se présente comme quelqu'un qui a souci de la vérité, d'une vérité, en se disant soucieux de la vérité, il expose sa production, son document donc, à la critique, à l'analyse, à la réfutation générale. Du coup, la décolonisation des esprits, je crois qu'elle est tout à fait liée aussi bien à la critique des documents que au questionnement des statuts. Je pense que les statuts peuvent, à cause de la part d'imaginaire qui a participé, qui a contribué à l'érection des statuts, on ne peut pas aborder une statue comme on aborderait un essai sur la colonisation ou bien un essai sur l'histoire de la Belgique. Et à ce propos, j'aimerais quand même qu'on se rappelle qu'on se pose la question de savoir si, au moment où on érigeait des statues à Léopold II, est-ce que ceux qui ont décidé cela se sont dit « nous allons chanter une ode à la colonisation en faisant cela ». Il y a bien d'autres choses que la colonisation qui expliquent dans le chef de ceux qui ont érigé ces statues pourquoi ils l'ont fait. Donc, je peux tout à fait entendre que cela soit légitime. Si quelqu'un venait me dire que mon père est un salaud et que je dis quand même que c'est un grand homme, bon, je serais quand même affecté du fait qu'il soit frappé. Alors, la décolonisation des statuts et la décolonisation des esprits sont tout à fait liés dans la mesure où l'imaginaire frappe aussi les esprits. Et justement, la statue exalte un certain imaginaire qui était dominant à un moment donné de l'histoire du pays dont on parle. Mais je pense que la statue, en tant que monument, peut nous faire remonter à une documentation et à la façon et à ce qui a orienté le choix dans cette documentation de ceux qui ont décidé d'ériger les statues. Je ne sais pas si je suis clair quand je m'exprime comme ça. Je pense donc qu'on n'a pas besoin de déboulonner des statues. Et que la statue, nous en avons besoin comme moyen d'accéder à cette vérité que la statue ne dit pas ou que la statue cache même aussi. Parce qu'au fond, si on recherche la documentation qui a été à l'origine de l'érection de la statue, eh bien, on pourra savoir aussi, on pourra accéder, je crois, à l'esprit et peut-être même au corps de ceux qui ont fait cela. On pourra savoir en quoi ils croyaient et d'autres choses comme ça. Ce que ne dit pas toujours un document, sauf si on a décelé quelques erreurs dans la construction du document. Je pense qu'on a besoin des statuts aussi pour décoloniser les esprits. Voilà, je crois que... Alors, j'aimerais citer un exemple qui n'est pas du tout un exemple commun. C'est un exemple que mon frère guinéen ici connaît très bien. C'est qu'au Moyen-Âge, en 1235, je parle sous ton contrôle,
1235 est une date très importante dans l'histoire et dans l'imaginaire africain, surtout dans le Sahel. C'est que c'est la date de naissance de l'empire Mandingue. Et à cette date-là a eu lieu une bataille entre Soumaoro Kanté, qui était de l'ethnie Soso, et donc Soumaoro Kanté d'une part, et Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali. Depuis lors, les griots chantent l'éloge de Soundiata Keïta au Mali, en Guinée même, justement, puisque les Sosos sont nombreux en Guinée. Mais si on se reportait un peu en Guinée, est-ce qu'il y a beaucoup de Guinéens d'origine Soso qui demandent qu'on cesse de chanter Soundiata Keïta? Non. Il y a des Sosos qui entendent des griots à la radio, à la télévision et ailleurs, sur les places publiques, et même des chanteurs populaires comme Chikenja Fakoli a chanté la gloire de Soundiata Keïta dans une de ses chansons. Je ne sais pas si ça fait mal au ventre aux Sosos de Guinée et d'ailleurs, mais enfin, je pense que j'aborde cet aspect-là parce que cet aspect m'amène aussi à une autre critique de la décolonisation, c'est que on flatte un peu les passions. Je pense qu'il y a une sorte de susceptibilité qui est flattée et qui nous empêche en fait de décoloniser l'espace public. Parce que si j'aborde ces questions-là uniquement de façon passionnelle, de façon émotionnelle, je rencontre aussi les passions et les émotions d'un autre, eh bien, je ne sais pas quel résultat on obtient de ce type de confrontation. Je pense que nous devrions avoir pour base de la confrontation, justement, la documentation. On peut critiquer les méthodes de recherche, mais en tout cas, je pense que c'est ici la décolonisation, telle que je la pense en tout cas, et je m'expose à la critique des autres, je pense que la décolonisation a besoin de la suprématie, justement, de la raison. Voilà. Juste sur ce qu'a dit le frère en dernier, sur Soundiata Keïta et Soumaoro Kanté, il y a une œuvre magnifique de Djibril Tamsir Niané qui s'appelle Épopée du Mandingue, si vous voulez en savoir plus sur cette histoire-là. Ça, c'était le côté positif. Maintenant, j'aimerais dire que je suis quand même pas d'accord avec lui sur ce qu'il a dit tout à l'heure, sur le fait que donner le nom de la place Lumumba, c'est reproduire la colonialité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu deux Lumumba en fait. Il y a eu le Lumumba qui était en admiration de Léopold et il y a eu le Lumumba révolté, celui-là que nous on célèbre. C'est celui-là à qui on veut rendre honneur en donnant la place, le nom Lumumba à la place Lumumba. Et on ne peut pas reprocher à Lumumba d'avoir été en admiration de Léopold II. Lumumba, c'est quand même le fruit de, en tout cas, l'enfant Lumumba, la façon dont il est éduqué par le système scolaire belge à l'époque, c'est un système colonial. C'est pas une éducation qui vise à émanciper les Noirs et un jour dire non aux Blancs. Et de dire concrètement que voilà, vous allez à l'école, mais vous restez quand même des dominés. Donc, on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui sort de cette école-là d'être ensuite en admiration de Léopold II. Et c'est quand il a compris justement que c'était un système de domination qu'on lui avait installé dans la tête, l'aliénation qu'il avait dans la tête, qu'il a changé. Et que le Lumumba de 1960, du discours du 30 juin 1960, c'est pas le Lumumba qui allait à l'école à l'époque. C'est pas le même. Donc nous ici, on appelle à une place Lumumba pour cette raison-là, pour ce Lumumba-là, le Lumumba révolté, mais aussi parce que le Lumumba, ça dépasse largement le Congo, largement l'Afrique même. Le Lumumba, c'est un symbole partout. Moi, qui suis guinéen, je suis arrivé au Congo à l'âge de 12 ans, je connaissais déjà le Lumumba. Et je ne connaissais pas Mobutu, hein. Je connaissais Lumumba. Donc c'est un symbole partout en Afrique et partout dans le monde. Oui, vraiment, voilà. C'est que j'ai un enfant qui a 19 ans qui attend que je rentre vivant ce soir. Alors, je ne voudrais pas qu'on croie que je dis du mal de Lumumba. Mais disons que, non, je ne dis pas que attribuer le nom de Lumumba à une place, c'est reproduire la colonialité. Ce que je dis, ce qui est colonial ici, c'est que l'on est, parce que j'ai parlé de la colonialité comme aussi lié à des processus qui produisent le paria. Donc, on oublie des gens, on marginalise des gens. Or, Lumumba n'était pas tout seul à se battre contre la colonisation,
donc pour la démocratie, somme toute, au Congo, il y avait d'autres acteurs qui ont été oubliés. Or, c'est exactement ce que produit la colonialité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs, on en érige un et on oublie, on place et on tait les autres. Lumumba, c'est très bien, c'est une figure que j'admire moi-même aussi. Cependant, le caractère colonial de l'action se trouve quand on oublie Maurice Mpolo et Joseph Okito. Donc c'est simplement cet aspect-là que j'évoquais quand je parlais de colonialité. Mais sinon, pour le reste, tu as tout à fait raison. Ça marche, ça marche. On prend 3 questions, ok? On commence par une série de 3 questions. Il y avait monsieur, et là-bas, monsieur. Et alors, essayez de respecter le timing, 1 minute, soyez concis. Oui. Une petite remarque encore autour de la place Lumumba, et que ça serait une signe de réclamer une place Lumumba serait une symbole, signe de colonialité, parce qu'on ne mentionne pas Opolo et Okito. Mais donc, c'est clair qu'on ne peut pas avoir une place Lumumba, Opolo et Okito, ça n'a pas de sens. Lumumba, comme l'a dit l'autre avant, c'est donc une figure qui, comme disait Sartre d'ailleurs, mort, Lumumba représente l'Afrique entière, donc ça a du sens de réclamer une place Lumumba. Vous avez parlé aussi de la différence entre monument et document. Donc il y a maintenant cette place Lumumba qui est un projet qui a commencé il y a 12 ans, de pair avec la construction d'une bibliothèque Lumumba, qui comprend entre-temps plus de 10 000 ouvrages. Toutes les associations qui ont découvert depuis 3 ans la place Lumumba n'ont jamais mentionné l'existence de cette bibliothèque. Et c'est assez bizarre, je trouve. Ok, monsieur. Oui, je voulais faire 3 réflexions. Merci beaucoup d'abord pour vos interventions. Je voulais simplement signaler que on va travailler à CEC, puisque je travaille à CEC, sur un cadastre général, en tout cas dans l'espace francophone, sur les monuments et autres manifestations dans l'espace public colonial, parce qu'il est urgent aujourd'hui d'interpeller. J'en viens justement à la deuxième réflexion. J'entends parler d'illégalité, mais essayons d'abord la voie légale. Ce qui se passe à Mons, c'est quoi? C'est d'abord une action citoyenne. Évidemment, Georges-Louis Boucher a relayé cette action citoyenne, puisqu'il a lui-même été conscientisé par cette action citoyenne. En tout cas, pour y avoir un peu mis les mains, je pense que c'est une certaine réalité. On sent bien quand on va au conseil communal de Mons que par contre, l'ensemble du conseil communal de Mons n'est pas conscientisé à ces questions. Ce qui va se passer à Anderlecht, c'est d'abord une interpellation citoyenne. Je pense qu'on a dans les mains certaines armes pour aller dire à nos élus qui ont une voix au chapitre là-dessus. Je vous le rappelle, le nom d'une rue se baptise, se débaptise, se rebaptise. C'est un acte politique. C'est un vote au conseil communal. Donc c'est à chacune et à chacun ici de faire entendre aussi ces voix et d'aller demander. Je pense qu'il ne faut pas être fataliste. Je crois aussi à cette... je suis peut-être naïf, mais là pour le coup je ne pense pas. Je pense que les conseils communaux en Belgique sont peuplés de personnes qui nous ressemblent, c'est-à-dire qui sont complètement ignorants vis-à-vis de cette histoire et qu'il faut à tout prix interpeller. Ensuite, je pense qu'il y a des résistances. Comme l'a dit Véronique, il faut à tout prix contrer ces résistances. Oui, je vous donne juste un exemple et après j'arrête de parler. 2006, puisqu'on a la mémoire courte, à Liège, des collectifs décoloniaux déjà à l'époque vont demander, puisqu'il y a une très belle plaque à Liège qui ressemble à celle de Mons, demander à ce qu'on débaptise, en tout cas qu'on contextualise cette plaque. À votre avis, qu'est-ce qu'on a fait? Le bourgmestre de Liège, qui est toujours d'ailleurs le même aujourd'hui, a demandé publiquement à ce qu'on en commissionne cette histoire et il a interpellé les historiens de l'université de Liège et il leur a demandé une commission. Résultat d'une commission qui n'est toujours pas là, puisqu'en fait ces 2 historiens, et je vais citer leurs noms parce qu'ils font partie des résistances, il s'agit de Francis Ballas et Philippe Raxon. Philippe Raxon qui est aussi un des responsables d'une structure à Liège qui traite du devoir de mémoire. Ces 2 personnes sont venues dire qu'il n'était pas question d'une part d'enlever la plaque, mais d'autre part de la contextualiser, puisqu'on n'avait pas à rougir du passé colonial, puisque lui-même avait des aspects positifs. C'était en 2006, et je pense que ces 2 personnes n'ont pas changé de point de vue, et donc là aussi, je pense qu'il y a beaucoup à faire vis-à-vis de ces résistances qui ne sont pas toujours dans les cercles d'ex-coloniaux.
Merci pour le témoignage. La question, et n'hésitez pas aussi à poser des questions aux intervenants. Merci. Je voudrais juste, en fait, quelqu'un a demandé si seront récemment des monuments et des statues dédiés à Léopold et à des monuments coloniaux trouvés à Bruxelles. Et vous avez dit qu'il y avait quelqu'un et oui, j'ai déjà montré. Oui, oui, oui. C'était moi qui a fait c'est parallèle à mon activité d'artiste visuel. J'ai fait une petite publication avec ça, qui j'ai montré à le collectif Mémoire coloniale et CPC aussi. Et c'était en première édition. J'ai écouté leur avis sur la publication et je vous dis, je suis en train de réviser. Et il y a tous les jours quelqu'un qui me dit une nouvelle statue à trouver en rue et tout ça. Alors, c'est quelque chose qui va continuer à être ajouté, des informations. Et aussi, j'espère continuer à avoir vos avis sur tout ça parce que je crois que c'est vraiment une activité collective de continuer à recenser et avoir toutes les informations sur ça. Et si quelqu'un veut aussi contribuer ou avoir à cette publication, vous pouvez parler avec moi après. Et je suis heureux de... Merci beaucoup. C'était une publication qui s'appelait Tour Léopold. C'était l'idée, c'était un tour colonial sur Bruxelles pour montrer tout ça. Une des choses qu'ils ont dit, c'était de ne pas parler de ça avec les tourismes, et c'est quelque chose que je suis en train de réfléchir. Je peux continuer aussi à réviser ça avec vous. Est-ce que vous souhaitez réagir ou je reprends votre question féminine? Ouais. Oui, monsieur m'a interpellé à nouveau, mais je jure que c'est la dernière fois que j'en parle. Monsieur a dit on ne peut pas faire une place Lumumba, Okito, Mpolo. Peut-être, c'est peut-être vrai, ce serait trop petit pour qu'on le voie, peut-être, je n'en sais rien. Mais ce que je dis, c'est que un choix a été opéré. Selon quels critères? Notamment la notoriété du personnage. Oui, c'est quand même. Et donc je dis que je ne dis pas qu'il ne faut pas rendre hommage à Lumumba. Je ne récuse pas du tout la pertinence de l'action de Lumumba, mais je dis simplement que nous ne pouvons pas penser la décolonisation en reproduisant finalement le modèle de pensée et d'agir colonial. C'est-à-dire que éliminer des gens qui étaient des acteurs de cet événement-là. Il n'y a pas assez de place pour écrire 3 noms sur un monument, mais ça n'interdit pas qu'on essaie de trouver les moyens de faire que ces 3 personnes aient l'hommage ensemble qui leur est dû, tout simplement. Sinon, on crée des parias, et c'est un aspect, justement, de la colonialité. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Alors, bon, soit. Alors, je voudrais revenir sur la notion du décrochage dont j'ai parlé tout à l'heure. Effectivement, ma sœur m'a fort pertinemment indiqué les difficultés qu'il y aurait à décrocher. Quand mon frère a parlé de M. Boucher de Mons, il s'est étonné qu'un homme de droite ait ce genre d'attitude par rapport à cette question. Et justement, notre décrochage par rapport à ces questions-là, qui sont quand même d'un symbolisme fort, consisterait en l'occurrence à ne plus trop voir quelle est la couleur de l'homme politique qui agit. Est-ce qu'il est pertinent pour nous que Boucher, plutôt que d'autres, fasse cela? Oui, l'essentiel c'est qu'on avance sur ce terrain-là. Donc, voilà, c'est les 2 points que je voulais évoquer. Je voulais peut-être, par rapport à la question de l'illégalité, j'ai quand même... oui, il y a des voies légales qui existent, et tant mieux, empruntons-les. Mais je pense aussi que dans des tas de domaines, il faut introduire il faut absolument introduire un nouveau vocabulaire dans le champ sémantique. Si on prend l'enseignement, dans le champ artistique, il faut introduire des nouveaux codes esthétiques. Et donc cette introduction de nouveautés, en tout cas, peut-être pas de nouveautés, mais de choses qui sont proscrites, parce que c'est vraiment une proscription,
ça se fait pas ça se fait pas poliment, quoi. Ça se fait pas sans fracas. Et alors là, je parle d'illégalité au sens large. En tout cas, on ne peut pas accepter les normes institutionnelles telles qu'elles existent aujourd'hui, parce que voilà, ça brise des vies. Donc, si on pense à la question de qui est compétent, c'est quoi un savoir, c'est quoi la compétence artistique. Des tas de personnes sont mises au banc de toute une série de champs, et donc ça brise des vies, c'est des petites morts. Et pour moi, ça signifie qu'il faut complètement fracasser toute une série de lieux pour pouvoir y entrer, ou les transformer, ou en tout cas transformer les rapports. Et pour moi, ça a à voir avec de l'illégalité aussi. Donc voilà, je dis ça pour dire que c'est vrai qu'on ne va pas mourir d'une statue qui ne va pas changer de place, mais la colonialité produit des petites morts tous les jours, et que voilà, une tension très forte. On est contraint par le temps, et donc priorité à ceux qui n'ont pas parlé, hein. Alors on reprend 3 questions, madame. Oui, donc moi c'est juste un petit mot, parce que Véronique, tu parlais qu'on vous mettait rarement quelqu'un qui n'avait pas les mêmes opinions de vous sur un plateau TV ou dans un lieu public pour animer des débats. Et donc, du coup, moi j'ai envie d'annoncer le fait que lundi, on joue une pièce sur la colonisation qui s'appelle Colonialoscopie au lundi du théâtre Ulrich Clair, et on l'organise avec la cellule Solidarité internationale de la ville de Bruxelles dans le cadre de la quinzaine de la solidarité, le CEC, Mémoire coloniale. Donc Mémoire coloniale et le CEC seront médiateurs du débat qui suivra cette pièce, et c'est surtout de ça que j'ai envie de parler, puisque ça sera un débat contradictoire. Il y aura Ilikem Bokolo qui est le président du comité scientifique de l'histoire générale de l'Afrique à l'UNESCO, je crois que c'est ça. Voilà, et Pierre-Luc Placement, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est une idée de Julien de mettre en face d'Ilikem Bokolo, un de ces résistants. Voilà, et donc je pense que ce sera très très intéressant. En tout cas, on se réjouit très fort de cette soirée, si jamais. Voilà. Mais non, j'avais envie de l'annoncer. C'était plus pour dire que voilà, ça allait avoir lieu. C'est cette idée de mettre en face vraiment 2 personnes qui n'allaient. Voilà. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question concernant l'éducation et l'enseignement de l'histoire coloniale. Plus spécifiquement, je me demandais dans quelle mesure était enseignée cette histoire dans les pays d'Afrique. Moi-même, je viens d'une ancienne colonie espagnole, et moi, j'ai eu pas mal d'heures de cours sur l'histoire coloniale de mon pays. Et du coup, je me demandais j'étais d'ailleurs très étonnée d'apprendre qu'ici en Belgique, on n'apprenait pas du tout ça à l'école. Je trouve ça vraiment assez interpellant. Et du coup, je me demandais dans quelle mesure, c'était pas une question ce n'est pas qu'ici que cette question ou cet aspect de l'histoire n'est pas enseigné. Est-ce que c'est enseigné dans les pays d'Afrique? Et cette première question, on amène une autre, c'est que dès mon expérience de comment est-ce que j'ai appris l'histoire coloniale, c'était appris d'une certaine manière, un peu manichéen. C'était les méchants Espagnols qui nous ont tout enlevé, tout ce qui était les paradis perdus qu'on a perdus, et que du coup, l'ex-sexisme, par exemple, c'est le fruit de la colonisation, parce que les Indiens n'étaient pas sexistes et il n'y a aucun problème entre les hommes et les femmes. Enfin voilà. Donc, il y a une certaine occultation aussi d'une certaine réalité
au sein des communautés colonisées. Et donc voilà, je me demande dans quelle mesure on ne peut pas aussi amener ce regard critique, ce qui n'est pas facile, mais bah, voilà, pour prolonger et améliorer les combats, quoi. Voilà. Non, pas du tout. Bonjour, donc je m'appelle Valérie Brix, je suis historienne de l'art et donc j'ai aussi travaillé en fait sur une étude sur la représentation de l'esclavage dans l'espace public en Belgique, et c'est une étude qui a été reprise par la Fondation Malcolm X. En fait, je voulais donner quelques petites infos parce que je me demandais si nous étions tous des Américains, puisque depuis une semaine, il y a des débats un petit peu partout en Europe suite à la destitution des sculptures aux États-Unis. Et il y a une des sculptures dont je voulais vous parler parce que j'ai trouvé ça assez chouette. C'est à Paramaribo, au Suriname, où on a en fait retiré donc la sculpture d'un esclavagiste pour la remplacer par la sculpture d'une résistante contre l'esclavage. Donc je me disais peut-être qu'on pourrait faire ça à Bruxelles aussi, virer la sculpture du roi Léopold II pour la remplacer par celle de Lumumba. Donc, enfin, je sais pas, c'était juste comme ça. Je voulais aussi vous dire que en fait, et ça c'était spécialement pour Mémoire coloniale, à Nantes, donc il y a un collectif qui travaille sur la décolonisation de l'espace public, et donc le responsable en fait aimerait bien vous rencontrer. J'étais là la semaine passée, et donc il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, que Nantes était le plus grand port négrier français, et que donc les traces du colonialisme dans cette ville sont assez énormes, et le travail qui est fait depuis des années est vraiment intéressant parce qu'il a servi d'exemple dans plusieurs villes européennes en fait. Voilà. Alors une chose aussi, oui, mais la dernière chose que je voulais vous dire, parce que donc on parle de patrimoine aujourd'hui. Donc moi je suis dans des associations comme ICOMOS, qui sont des associations internationales qui travaillent sur la question de la conservation du patrimoine. Et donc quand on parle de pierre, il faut quand même savoir que ce sont les familles européennes les plus aisées, et donc qui sont aussi liées au processus colonial dans une certaine mesure. Donc ceci pour dire que, enfin, je pense que le travail que vous faites, enfin que je fais aussi, mais de manière individuelle, c'est un travail qui est super important. Et en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais au niveau européen, Mémoire coloniale est regardée comme un exemple de sensibilisation aussi des jeunes afrodescendants, parce que c'est assez rare d'avoir pu mobiliser autant de jeunes sur ces questions-là. Donc, félicitations. Pour la dame d'Amérique du Sud, moi j'ai fait mon éducation scolaire dans 2 pays, la Guinée et Kinshasa, le Congo. Je me rappelle surtout de ce que j'ai fait au Congo parce que j'étais déjà beaucoup plus grand. J'ai été dans une école belge au Congo, le lycée Prince de Liège. Il y a 2 écoles belges au Congo, il y en a une à Kinshasa et une autre à Lubumbashi. Dans ce lycée, en plein cœur de Kinshasa, on n'enseigne pas la colonisation. On nous parle du Moyen-Âge pendant 6 ans, en cours d'histoire. On nous parle de la jachère, de comment est-ce que les agriculteurs ont fait pour sortir de... Enfin, je sais pas quoi. Mais on nous parle jamais de la colonisation. Pour ce qui est de l'enseignement africain en tant que tel,
en Guinée, on nous parlait des grands empires. Ça a été évoqué tout à l'heure avec mon frère ici présent. L'empire du Mandingue, le Fouta Djallon et tout ça. Ça, c'est enseigné. Mais l'histoire de la colonisation en tant que telle, elle n'est pas véritablement enseignée. Mais le problème de l'éducation en Afrique est beaucoup plus important que ça. C'est que déjà, il y a un problème d'accès à l'éducation. C'est-à-dire que beaucoup de familles, beaucoup de personnes n'ont pas les moyens d'amener leurs enfants à l'école, mais aussi le fait qu'il n'y a pas les infrastructures parfois. Donc, c'est beaucoup plus complexe que de dire, avant même de penser au thème, il faut déjà penser à donner l'accès à l'éducation à certains enfants. Sur Nantes et le collectif, évidemment, on viendra vous voir après pour vous parler de ça. Et sur le fait que c'est une élite qui effectivement profite surtout de la colonisation, oui, évidemment. C'est d'ailleurs Léopold II, quand il parlait du peuple belge, il disait petit peuple, petit esprit. Donc pour lui, et d'ailleurs le Congo lui appartenait avant qu'il ne soit forcé de la donner à l'État belge. Donc oui, c'est pas une confrontation entre les peuples, c'est une histoire de dominant et de dominé.